Ces passagers ont vécu la pire croisière de l'histoire. Une croisière de merde, littéralement. Alors qu'ils pensaient avoir embarqué sur un bateau pour 4 jours de détente au soleil, en quelques heures, leurs vacances se transforment en véritable cauchemar. Il n'y a plus d'électricité ni de moteur pour faire avancer le bateau et surtout, plus aucune chasse d'eau ne fonctionne. Couloirs inondés de pipi et d'excréments, bagarres pour avoir un simple hamburger et passagers forcés de dormir à même le sol. Certains vacanciers ressortiront de ce bateau traumatisés à jamais. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette croisière, qui avait si bien commencé, tourne aussi mal et devienne un véritable cauchemar pour les 4000 personnes à bord? Aujourd'hui, je vous raconte l'un des événements les plus catastrophiques, mais aussi l'un des plus drôles de l'industrie de la croisière. Notre histoire commence le 7 février 2013. 3143 passagers embarquent sur le Carnival Triumph pour une croisière de 4 jours. Ils sont surexcités. Piscine, jacuzzi, toboggan, casino, spectacle, il y a tout sur ce bateau pour passer de bonnes vacances et se déconnecter de la réalité. Et pourtant, sans le savoir, tous ces passagers viennent d'embarquer sur un navire destiné à avoir de gros, très gros problèmes. Mais ça, on en reparlera plus tard. Avant, revenons aux bases. Où est-ce qu'il devait aller ce bateau? Eh bien, l'itinéraire est assez simple. Jour 1, le bateau part de Galveston au Texas. Jour 2, en mer. Jour 3, escale sur l'île de Cozumel au Mexique. Jour 4, nouvelle journée en mer pour retourner à Galveston. Vous allez me dire, c'est pas une croisière où tu peux visiter beaucoup de ports différents. Eh bien justement, c'est l'objectif. Pour ceux qui connaissent pas, Carnival, c'est la compagnie grand public, très décontractée et accessible financièrement. Tu peux faire une croisière de 4 jours pour parfois 300 $. Dans le milieu, on les appelle les party ships. Si tu veux faire la fête avec tes amis pendant 4 jours non-stop, c'est chez Carnival qu'il faut aller. Et pour vous prouver que c'est pas une légende, j'ai quelques statistiques aberrantes pour vous. Les passagers ont tellement soif qu'il faut embarquer 6300 litres d'alcool à chaque début de croisière. En 4 jours seulement, ils vont consommer 18 600 cocktails. Autant vous dire qu'ils sont pas venus là pour enfiler des perles. Ça fait la fête non-stop, y compris quand le bateau fait escale à Cozumel au Mexique. Cette île, c'est la destination dont t'as une chance sur 2 d'avoir très peu de souvenirs, tellement c'est pas pour les débutants. Bon, tout le monde peut pas assumer un open bar sous 45 degrés où on te fait goûter tous les goûts de tequila possibles et imaginables. Le seul moment où ça rigole plus pendant cette croisière, c'est pendant le concours de bombes dans la piscine. Un grand classique de la compagnie Carnival. Il y en a qui perfectionnent pendant des mois leur technique pour avoir le plus gros splash. Vous l'avez compris, ces 3 premiers jours de croisière et en particulier la journée d'escale au Mexique se passent extrêmement bien. Avant de reprendre la mer et d'être de nouveau déconnectés, beaucoup de passagers donnent des nouvelles à leurs proches. D'autres regretteront de ne pas l'avoir fait quand ils en avaient l'opportunité. C'est vrai que personne n'imaginait une seule seconde l'ampleur de la catastrophe qu'ils étaient sur le point de vivre. Certains étaient peut-être trop occupés à faire la fête, d'autres n'avaient tout simplement pas anticipé que leur forfait de téléphone n'allait pas marcher au Mexique. L'erreur classique du débutant. La croisière de rêve prend un tournant un poil moins sympathique dans la nuit du 10 février. On est littéralement moins de 24 heures avant le retour au Texas. Ils étaient à ça d'éviter la catastrophe. La plupart des passagers dorment profondément dans leur cabine et décuvent de leur journée passée sur l'île de Cozumel au Mexique. Mais à 5 heures du matin, tout le monde est réveillé par une annonce bizarre diffusée sur tous les haut-parleurs du bateau. Le nom de code Alpha est répété à 3 reprises. Personne ne comprend ce que ça veut dire et c'est précisément l'objectif. Imaginez si en plein milieu de vos vacances, le capitaine faisait une annonce, on a un trou dans la coque, un passager en train de faire une crise cardiaque ou même quelqu'un vient de passer par-dessus bord. Ça serait juste le meilleur moyen de faire paniquer tout le monde et que ce soit le bazar. Mais ces annonces sont quand même essentielles pour prévenir les membres d'équipage qui doivent agir dans ce genre de situation, genre les pompiers ou les médecins. C'est pour ça qu'on utilise des noms de code comme Alpha, Bravo, Charlie et Oscar qui correspondent à différents types d'urgence. Et seuls les membres d'équipage savent ce que ça veut dire. Malgré tout, les passagers sont pas dupes et c'est assez connu maintenant que les noms de code de ce type, c'est pas pour annoncer des bonnes nouvelles. Et comme le capitaine du bateau ne fait aucune autre annonce, certains passagers, un peu curieux, décident d'ouvrir la porte de leur cabine juste pour voir un peu ce qui se passe. Et là, mauvaise surprise. Quand ils ouvrent la porte de leur cabine, il y a de la fumée partout. Un salon de chicha en heure de pointe. Les mauvaises nouvelles comme ça sur un bateau, ça se propage plus vite qu'un potin croustillant et en quelques minutes, tout le monde est au courant. Beaucoup de passagers sortent de leur cabine avec leur gilet de sauvetage et se rendent sur les ponts extérieurs, là où se trouvent les canots de sauvetage prêts à évacuer le navire. C'est encore plus la panique quand tout le monde se rend compte qu'une épaisse fumée noire sort de la cheminée. Pas de doute, il y a un incendie quelque part sur le bateau. Et en soi, pour être très honnête avec vous, c'est pas forcément la fin du monde. Ça m'est arrivé quelquefois qu'on ait des incendies à bord de mes bateaux. La plupart du temps, nos passagers sont même pas au courant parce qu'ils sont très vite maîtrisés et qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts. C'est peut-être pour ça qu'au début, tout le monde pense que ça va être un incendie pas très grave, comme d'habitude finalement. Et à 6h15 du matin, Jen, la directrice de la croisière, prend sa voix la plus rassurante possible pour annoncer à tous les passagers que la situation est sous contrôle, les équipes sont sur le coup.
Elle demande à tous les passagers de rentrer dans leur cabine et d'aller se recoucher. Bonjour, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Maintenant, imagine l'ascenseur émotionnel. Il y a 2 minutes, t'étais devant ton canot de sauvetage, ton gilet de sauvetage enfilé, prêt à évacuer le bateau. On t'a dit que tu t'es inquiété pour rien, donc tu vas prendre un petit déjeuner et un cocktail bien mérité pour te remettre de tes émotions. Et là, quelques minutes seulement après l'annonce, toutes les lumières du bateau s'éteignent. C'est le blackout total pendant 8 minutes. Après ces 8 minutes, les lumières d'urgence prennent le relais, mais beaucoup d'appareils ne repartent plus. Les 3143 passagers et 1100 membres d'équipage sont sans électricité en plein milieu du golfe du Mexique, ou le Gulf of America selon Donald. C'est la panique parmi les passagers, mais ceux qui sont le plus en sueur, ce sont les officiers qui ont ouvert une cellule de crise dans la passerelle de commandement. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il y ait une telle panne d'électricité ? Normalement, tous les bateaux sont conçus selon le fameux principe de redondance. Par exemple, moi sur mon bateau, il y a 6 générateurs principaux qui font avancer le bateau et qui fournissent notre électricité. Mais il y a aussi 2 générateurs d'urgence qu'on n'utilise pas au quotidien. Ils sont là pour prendre le relais en cas d'urgence. Comme ça, le bateau peut continuer à naviguer comme si de rien n'était. Pour prendre encore plus de précautions, tous les générateurs du bateau ne sont pas au même endroit. Comme ça, si tu as un incendie où seulement l'avant du bateau est touché, par exemple, avec un peu de chance, les générateurs à l'arrière sont totalement épargnés. C'est le principe classique de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, à bord du Carnival Triumph, il y avait bien plus de générateurs à bord que nécessaire, mais il y avait peut-être qu'un seul panier. Tous les générateurs sont dans la même salle des machines, à l'arrière du bateau. Sauf que l'un des tuyaux qui transporte du carburant très chaud et sous haute pression a explosé. Le carburant est sorti comme un spray et s'est retrouvé en contact avec une partie brûlante du générateur numéro 6 qui a instantanément pris feu. Même si tout le monde réagit vite pour éteindre le feu et éviter qu'il continue à se propager, les dégâts sont très inquiétants. Et à partir de cet accident, c'est juste l'hécatombe. Le générateur numéro 6 et celui d'à côté, le numéro 5, sont complètement foutus. Des câbles électriques qui distribuent l'électricité aux autres générateurs ont aussi brûlé, ce qui fait que les générateurs 1, 2 et 3 fonctionnent plus non plus. Si vous avez suivi, vous avez remarqué qu'il y aurait toujours le générateur numéro 4 qui pourrait sauver tout le monde, mais c'est là que ça coince. Dès le départ du bateau, il fonctionnait pas. 3 jours plus tôt, le Carnival Triumph a quitté le port de Galveston avec 4 générateurs sur 6 en état de marche. Le fameux générateur numéro 6 qui a pris feu, ça fait 1 an que les membres d'équipage rapportent qu'il fallait qu'il parte en maintenance et que son état était très critique. Résultat, même si certains générateurs sont épargnés par l'incendie, ils peuvent pas prendre le relais vu qu'ils sont déjà hors service. Et alors le pompon sur la Garonne, c'est que ce problème de tuyau de carburant qui casse et qui a causé l'incendie, c'était pas du tout une surprise. La compagnie avait enregistré 9 autres fuites similaires en 2 ans seulement. À la boulette. Quand je vous disais que cet incendie aurait pu être évité si la compagnie avait 1. Respecté toutes les recommandations de sécurité, 2. Envoyé en maintenance les générateurs qui en avaient terriblement besoin, et 3. Qu'elle avait lancé une enquête pour comprendre pourquoi tous ces tuyaux de carburant explosaient les uns après les autres. Alors pourquoi la compagnie ne l'a pas fait? Perso, j'ai ma petite idée. Retirer un bateau de la navigation pendant plusieurs semaines, c'est un manque à gagner énorme pour une compagnie de croisière. Une croisière de 4 jours comme celle-ci, ça rapporte en moyenne plus d'1 million de dollars. La compagnie a probablement préféré fermer les yeux pour pas perdre d'argent, mais elle a fini par perdre à son propre jeu. Pour en revenir un peu à la situation des 3143 passagers et 1100 membres d'équipage, vous vous en doutez, elle est de plus en plus préoccupante. Tout le monde est coincé à l'intérieur du bateau et en pleine mer. Déjà que la croisière était pas ouf sans spectacle de patinage. Alors je vous raconte pas quand ils se sont retrouvés sans clim, sans ascenseur et surtout sans chasse d'eau. Il faut s'organiser. La directrice de croisière se prépare à faire l'annonce la plus lunaire de toute sa carrière aux passagers. Dorénavant, si vous avez besoin de faire pipi, vous devez aller dans la douche. Et si vous avez besoin de faire caca, les membres d'équipage vont distribuer des sacs normalement utilisés pour les déchets médicaux. Vous faites votre affaire et vous mettez ça dans le couloir en attendant que quelqu'un ramasse. Là, les vacances prennent un tournant un peu bizarre. La croisière s'amuse plus vraiment. L'objectif principal, c'est plus qui fera la plus grosse bombe, mais qui arrivera à la retenir le plus longtemps. Certains passagers adoptent une stratégie sans pit stop, mais pour d'autres, l'arrêt au stand est obligatoire et ils ont trop d'honneur pour faire caca dans un sac en plastique, ce qui aggravera bien évidemment la situation. Au lieu que les toilettes aspirent tout, ils sont bouchés et le système d'évacuation des eaux usées est tellement saturé que tout remonte. Au fait, j'espère que vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo en train de manger. On va pas y aller par 4 chemins, il y a du pipi et du caca partout dans les couloirs et même dans la cafétéria. Vous essayez de vous frayer un chemin jusqu'à la cafétéria. Il y a de la merde et de la pisse sur le sol de la cafétéria et il vous faut marcher dedans. C'était répugnant.
On a essayé de ne pas manger. Le paradis des scatophiles. Tout le monde met son petit sac rouge devant sa cabine et le temps que ça soit ramassé, je vous laisse imaginer la puanteur que ça devait être. Et au final, le problème des chasses d'eau qui ne fonctionnent pas, c'était peut-être pas le pire. Je vous rappelle que les clims ne fonctionnent plus alors qu'il fait extrêmement chaud au Mexique à cette période de l'année. Ça sent tellement mauvais dans les couloirs et c'est tellement une fournaise dans les cabines que la plupart des passagers prennent leur matelas et s'installent dans d'autres couloirs et sur les ponts extérieurs. Les passagers utilisent des draps et serviettes pour transformer les rangées de transat sur le pont piscine en tente de fortune et se protéger des UV index 12 du soleil mexicain. La croisière, c'est devenu Koh-Lanta. Heureusement, tout le monde garde le sourire, la situation est provisoire, car la compagnie a un plan. Le bateau n'a pas réussi à faire refonctionner ses propulseurs, du coup 2 remorqueurs sont en route pour venir tracter le bateau direction le port de Progreso au Mexique. On choisit ce port tout simplement parce que c'est le plus proche, il est à 1 jour de navigation. Une fois au Mexique, la compagnie paiera à tout le monde un billet d'avion pour rentrer chez eux. Tout le monde est hyper impatient de retrouver son lit bien chaud et surtout ses toilettes pour poser un classique en paix. Un jour à se retenir, ça va, c'est encore jouable. Spoiler alerte, ça se passera pas du tout comme ça et ils resteront coincés 4 jours sur le bateau. Mais ça, personne ne le sait pour le moment. Et pour calmer la frustration des passagers, Carnival a l'idée la plus brillante du monde. C'est la deuxième partie du plan. Il faut que les passagers se rappellent pourquoi ils sont là. Même si c'est la merde, dans le sens propre du terme en plus, quitte à être mondialement connu pour avoir des bateaux où on fait la fête, autant aller jusqu'au bout. Du coup, ils annoncent un open bar. L'annonce est très bien accueillie par tous les passagers qui retrouvent enfin un peu le sourire. C'est vrai, quoi de mieux que d'offrir de l'alcool en illimité et gratuitement à tous les passagers pour faire oublier cette croisière catastrophique. Je rappelle quand même qu'il n'y a aucun toilette qui fonctionne à bord. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Pour quelques heures seulement, c'est le sbeul total. Et vous savez quoi? Ça m'étonne même pas. Dans ma compagnie, on a une petite blague qui circule entre nous dès que c'est un peu le bazar. Par exemple, il y a une queue de membres d'équipage mal organisée ou ça se bouscule un peu. On a toujours un qui va dire « Eh oh, on n'est pas chez Carnival ici hein. ». C'est typiquement pour parler de ce genre de situation qu'on fait cette blague. Là, la moitié des passagers sont beaucoup trop alcoolisés. Des groupes de copains font des concours de qui fera pipi le plus loin par-dessus bord. De toute façon, il y a que des hommes pour avoir ce genre d'idée. Il y a des couples qui commencent à faire tchiki-tchiki devant tout le monde alors qu'il y a quand même des enfants à bord de cette croisière. Ça commence même à se taper dessus. Faut arrêter l'hémorragie au plus vite, le commandement fait machine arrière et décide de fermer tous les bars. Le pire, c'est que c'était que le début des problèmes. Lorsque les passagers se réveillent le lendemain, c'est une nouvelle douche froide. Alors qu'on avait annoncé que le bateau arriverait le lendemain à Progreso au Mexique et que tout le monde serait sorti d'affaires, rien s'est passé comme prévu. Avant même que les remorqueurs arrivent pour tracter le bateau, la mer agitée et le vent ont fait dériver le bateau n'importe comment vers le nord. Progreso n'est plus du tout le port le plus proche. Juste au moment où tout le monde pense que la galère est enfin bientôt terminée, changement de plan, les remorqueurs vont tracter le bateau jusqu'à Mobile, dans l'Alabama. Le problème, c'est que ces remorqueurs, d'habitude, ils aident à bien positionner le bateau, par exemple quand il sort d'un port, mais ils sont pas du tout prévus pour tracter un aussi gros bateau sur des centaines et des centaines de kilomètres. Résultat des courses, le Triumph avance à 7 km/h et on annonce aux passagers, qui iraient limite plus vite à pied, qu'ils vont devoir passer 2 jours de plus en mer, à dormir sur un matelas à même le sol. Là, ceux qui s'étaient dit 24 heures le cigare au bord des lèvres, c'est ok, ils ont la goutte au fond. Va falloir sauter le pas et faire caca dans le sac. C'est inévitable à ce stade-là. Mais là où c'est vraiment ennuyant que le bateau passe plus de jours en mer, c'est qu'à bord du Carnival Triumph, on commence à manquer de nourriture. Fini le buffet à volonté où tu savais même plus donner de la tête tellement il y avait de choix. Maintenant, c'est la guerre pour arriver à trouver un sandwich. C'est 2 heures d'attente pour avoir un hamburger. Les passagers retrouvent un poil d'espoir quand après 2 jours à ne voir que l'océan à perte de vue, ils voient un autre bateau Carnival leur venir en aide. Même si tout le monde rêverait d'être transféré sur cet autre navire avec des chasses d'eau qui fonctionnent, c'est techniquement impossible. Les 2 navires font déjà des manœuvres très dangereuses pour permettre à un canot de sauvetage de faire des allers-retours et transférer de la nourriture. Les passagers qui arrivent à capter le réseau internet du Carnival Legend arrivent à envoyer des messages à leurs proches pour les rassurer. Du coup, les premiers témoignages de passagers traumatisés par leur croisière sont publiés sur internet. Il en fallait moins que ça pour que tous les plus gros médias américains se jettent sur cette histoire beaucoup trop croustillante. Ils lancent des éditions spéciales pour pouvoir couvrir la catastrophe en direct. Ils vont même jusqu'à affréter un hélicoptère pour avoir des images du Carnival Triumph en galère avec son remorqueur en plein golfe du Mexique. Les images des passagers appelant à l'aide et brandissant des banderoles de SOS depuis leur balcon font le tour des médias américains. Les photos des fameux sacs rouges sont dans les fils d'actualité de tout le monde sur Twitter. Depuis la terre ferme, les gars
gardes-côtes essayent tant bien que mal de venir en aide aux navires. Pendant 3 jours, des hélicoptères font des allers-retours pour apporter des provisions et évacuer des passagers qui ont besoin de soins médicaux en urgence. Par chance, un nouveau générateur est apporté par hélicoptère pour assurer les besoins primaires du bateau. Ça permet de refaire fonctionner quelques frigos, quelques prises électriques et surtout des toilettes. Les passagers peuvent de nouveau charger leur téléphone après plusieurs jours en mer sans batterie. 4 jours sans pouvoir scroller TikTok, c'est peut-être ça le vrai drame pour certains. Mais heureusement, toutes les histoires, même tragiques, ont une fin. Nous sommes jeudi 14 février 2013. Après 4 jours interminables passés en mer, le Carnival Triumph arrive enfin aux États-Unis. Comme s'il n'y avait pas eu assez de problèmes comme ça, le bateau était beaucoup trop gros pour ce port et il va prendre 5 heures pour accoster. Bon, à ce stade, ils étaient plus à 5 heures près. Ce n'est qu'à 22 heures que les premiers passagers touchent enfin terre. Certains sont juste heureux d'être de retour à la maison, d'autres sont encore traumatisés par les terribles expériences qu'ils ont vécues. Pour se consoler, tous les passagers ont reçu 5 000 $ de dédommagement, en plus du remboursement de leur croisière, de leurs dépenses à bord et du prix du billet d'avion pour rentrer chez eux. Oui, parce qu'ils étaient censés débarquer à Galveston et là, ils sont dans l'Alabama. Carnival a aussi donné à tous ses passagers un crédit de 500 $ pour refaire une croisière. Et ce qui me fait mourir de rire, c'est que quelques mois plus tard, peut-être que certains passagers, traumatisés par leur expérience, ont refait une croisière sur ce même bateau sans même le savoir. Parce qu'après cet accident, la compagnie a dépensé 115 millions de $ pour nettoyer, réparer et moderniser le Carnival Triumph. Vu le bad buzz, ils ont quand même changé son nom. Il s'appelle Carnival Sunshine maintenant. Tous les ans, il y a des centaines de milliers de passagers qui font sans le savoir une croisière sur ce bateau de l'enfer. Perso, j'en ai jamais fait dessus, mais par contre, j'ai passé une semaine sur le plus gros bateau de croisière du monde, l'Icon of the Seas. C'est un navire complètement dingue. T'as un simulateur de surf, une tyrolienne au-dessus de la mer et même un spectacle aquatique avec des plongeurs qui sautent à 16 mètres de hauteur. Bien évidemment, t'as aussi un spectacle de patins. Le gros plus, c'est que les toilettes fonctionnaient parfaitement. Je te laisse aller voir en cliquant sur cette vidéo.